RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et sur Radio France Internationale. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Et bonsoir Jean-Louis Bianco. Bonsoir. Ancien secrétaire général de l'Élysée sous François Mitterrand. Vous êtes aussi ancien ministre et vous êtes actuellement président de l'Observatoire de la laïcité. Alors on va commencer par un mot dont on parle beaucoup ces jours-ci, islamo-gauchisme. Alors d'après le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, c'est un fait social indubitable. D'après la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, il doit faire l'objet d'une enquête scientifique pour voir à quel point l'islamo-gauchisme s'est infiltré dans le monde universitaire. Alors évidemment, cette proposition a provoqué une levée de boucliers dans le monde académique, à gauche, à l'extrême gauche, mais même au sein de la Macronie, dont plusieurs grognards ont signé une tribune dans Le Monde demandant de mettre fin à un débat stérile au moment où les étudiants ne vont même pas en cours. Alors une question très simple, est-ce que l'université française est menacée par l'islamo-gauchisme? Alors, pour répondre à votre question, il faudrait que je sache ce que c'est que l'islamo-gauchisme. C'est vrai. C'est que même dans le langage courant, ce n'est pas très bien défini. En gros, c'est des gens gauchistes qui soupçonnent d'être trop proches de l'islam politique. C'est ça. En gros. Mais quand je vois des définitions qui disent c'est des gens du milieu intellectuel, politique, journalistique, qui ont des complaisances à l'égard de l'islam politique, ça ne doit pas recouvrir des tonnes de gens. Donc, il n'y a pas de définition courante, il n'y a aucun concept scientifique qu'on pourrait tester. J'ai tendance à penser que ce n'est pas énorme. Moi, la seule information que j'ai, c'est qu'on a fait, il y a 3 ans, une autosaisine sur la laïcité, les faits religieux à l'université. On a fait un questionnaire anonyme sur 120 établissements. Pratiquement personne ne nous a sorti ce problème-là. Il y a des problèmes d'appropriation de salles, c'est-à-dire une association étudiante qui devient une association intégriste, pour ne pas dire plus. Et donc, il fallait prendre des précautions de ce côté-là, mais on n'a pas sorti ça. Donc, je pense que c'est un peu un fantasme, mais qu'on est dans une époque où celui qui dit que ça va mal est cru, et celui qui dit que ça mérite d'être vu n'est pas cru. Quand je dis, par exemple, sur les atteintes à la laïcité, j'attends aussi qu'on me donne une définition rigoureuse des atteintes à la laïcité, je ne l'ai toujours pas. Donc, j'ai des hypothèses. Mais ce qu'on aime bien, c'est de dire, ça va mal, ça va très mal, on me cache des choses. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai fait un rapport très alarmiste il y a 5 ans. Et donc, on crée un sentiment de panique qui est probablement injustifié. Mais il y a une solution simple. L'université, c'est la liberté académique. Donc, qu'on laisse les professeurs régler ça entre eux avec les présidents d'université. Et que s'il y a des dérapages, il faut que tout le monde puisse parler. Il ne faut pas qu'il y ait de police de la pensée, ni d'un côté, ni de l'autre. S'il y a des dérapages, si on crée du désordre, si on ne respecte pas les lois de la République, on est sanctionné. Mais la prise de parole est possible, même si ce sont des thèses qu'on trouve scandaleuses, choquantes ou ridicules, dès lors qu'il y a un pluralisme et une organisation de l'université elle-même, pas de l'extérieur. Mais Jean-Louis Bianco, même si le terme islamo-gauchiste en lui-même n'est peut-être pas très bien choisi, parce que finalement, il ne nomme pas forcément bien ce qu'il veut combattre, dans la mesure où on ne peut pas supposer, a priori, que les responsables politiques qui sont visés par ces accusations ou ces soupçons soient des islamistes, à proprement parler. Personne ne le dit. En revanche, existe-t-il, selon vous, tout de même, des accointances, des connivences ou des accommodements déraisonnables, pour reprendre la formule à l'envers d'Alain Juppé, entre certains leaders de gauche et les tenants de l'islam politique? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. En aucun cas. Je ne le crois pas. Enfin, moi, je n'ai pas connaissance de cas de ce genre-là. Ce qui, par contre, est fréquent, trop fréquent, à gauche comme au centre comme à droite, c'est la politique de clientélisme. Donc, on achète sa paix en étant très complaisant avec un certain nombre de formations religieuses qui ne sont pas toutes dans les clous. Ça existe dans tous les partis politiques et dans toutes les municipalités. Là-dessus, il y a des complaisances pour des raisons électorales qui ne sont pas très nobles. Mais sur la politique, je vois mal des leaders, d'où qu'ils soient, des responsables, flirter avec l'islam politique. Alors au début, quand vous parlez de clientélisme, ça peut parfois être avec... Le clientélisme, ah oui, ça peut être avec des gens qui sont mais c'est de l'imprudence, c'est de l'inconséquence, c'est quelque chose qui est très choquant. Mais ce n'est pas une accointance idéologique ou politique. L'islam politique, et vous avez raison d'employer le terme, c'est le meilleur. Ça veut dire que sous couvert d'une religion, on veut prendre le pouvoir. On veut que la foi prenne le pouvoir. Or, la laïcité, c'est très simple, ça protège la foi, tant que la foi ne veut pas faire la loi. Donc, on peut avoir des gens qui ont une proximité intellectuelle, mais avoir une proximité intellectuelle avec quelque chose qui est profondément contre toute notre tradition républicaine, je crois que c'est peu crédible, et moi, je n'ai pas connaissance de cas. Il y a des gens qui peuvent être naïfs, des gens qui peuvent se faire avoir, des gens qui peuvent se faire manipuler, des gens qui font des accords pour des raisons électorales, mais une complicité intellectuelle avec quelque chose d'aussi choquant, qui est quand même
d'évincer le pouvoir démocratique du contrôle du pays. Je vois mal un élu de la République quelconque trouver ça acceptable, normal. Pour revenir au problème de l'université, évidemment, des universitaires ont appelé à la démission de Frédérique Vidal. Vous avez semblé indiquer que faire une enquête extérieure à l'université n'était sans doute pas la bonne solution. Est-ce qu'elle a fait une erreur en parlant d'enquête? Moi, je n'ai pas à juger les ministres. J'ai fait une remarque d'ordre général. Leurs propos. Oui, c'est même pas ses propos. C'est l'idée de dire qu'on doit réguler depuis l'extérieur ce genre de sujet me paraît une mauvaise idée par rapport au fonctionnement de l'université. Bon, cela dit, elle a dit que ce serait sociologique, on verra bien ce que c'est. Mais je pense qu'il faut laisser la responsabilité, les renvoyer à leur responsabilité. S'il y a des gens qui détiennent le monopole du discours, avec en plus des discours qui sont plus que tangents et qui empêchent les autres de parler, ou ils mettent de l'ordre, ou en effet, de l'ordre peut venir du ministère ou d'une autorité extérieure. Mais c'est comme ça que ça fonctionne depuis toujours. Il y a toujours eu des déséquilibres d'ailleurs. Hein. Regardez l'économie. Il y a un temps, si vous n'étiez pas marxiste, vous aviez un peu de mal à avoir voix au chapitre. Ça a changé depuis. Peut-être plutôt du côté du libéralisme. Donc il faut des équilibres, mais il faut aussi le lieu de libre débat. Il faut qu'on ait un lieu où on puisse discuter entre chercheurs et discuter avec des étudiants. Donc je crois que c'est vraiment à l'intérieur de l'université qu'il faut trouver des solutions. Encore une fois, s'il y a des dérapages, il faut sanctionner tout ce qui est trouble, désordre, diffamation, appel à la haine, appel à la violence. Et sur des actes, pas sur des supposés vagues. Mais si on apprenait ou si on soupçonnait qu'au sein de l'université, des courants de pensée flirtant avec une droite vraiment extrême existaient et que des professeurs, des enseignants s'en faisaient l'écho, est-ce que ça vous choquerait que le ministre de l'Enseignement supérieur demande à connaître l'état des lieux, puisque finalement elle est revenue sur le terme enquête pour dire ce que je veux, c'est savoir quel est l'état des lieux. Que le ministre demande à connaître l'état des lieux me paraît absolument pas choquant, que ce soit de... Donc au fond, c'est une maladresse de terme d'avoir parlé d'enquête plutôt que de parler d'état des lieux. Oui, et c'est une maladresse de terme, en tout cas c'est comme ça que ça a été compris, et elle a raison de dire aussi qu'elle a dû parler 20 secondes sur une interview de 25 minutes. Oui. Et après, on lui dit, vous occupez pas des étudiants qui sont en grande difficulté à cause de la Covid. C'est pas une critique sérieuse. Mais je voulais surtout pas me lancer dans une critique d'un ministre, c'est pas mon rôle comme président de l'Observatoire, mais dire que la méthode générale, d'une manière ou d'une autre, après cette enquête, si on veut, doit être de responsabiliser les enseignants dans chaque discipline et les présidents d'université. Quand nous avons fait, nous, ce rapport sur les faits religieux, le voile, les poursuites diverses, les pressions à l'université, nous l'avons fait avec les universités, avec des chercheurs, avec les universités. Nous ne l'avons pas fait avec comme un organisme extérieur. Un mot sur ce qui se passe à l'université. Comment vous expliquez, par exemple, l'évolution d'un syndicat comme l'UNEF, qui, en 2013, se prononçait contre le port du voile à l'université et qui, 5 ans plus tard, en 2018, élisait à la présidence de Paris 4 Sorbonne une présidente voilée, une jeune femme voilée. Comment vous expliquez cette évolution? Je ne sais pas l'expliquer. Il y a des rapports de force internes qui ont peut-être changé, des gens qui ont le droit d'évoluer. Hein. Moi, j'ai connu une époque où Manuel Valls était contre la loi sur les signes religieux à l'école. Il a bien changé depuis, mais il a le droit de changer. Donc peut-être qu'ils ont considéré les choses différemment. Moi, ce qui me surprend plutôt, c'est qu'un syndicat étudiant soit contre l'interdiction, soit pour l'interdiction du voile à l'université. Parce que c'est des adultes. Ça fait partie, là aussi, c'est un peu le même sujet que tout à l'heure, du libre débat. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Voile ou pas voile, est-ce qu'on respecte les règles démocratiques? Est-ce qu'on respecte la loi? C'est ça la question. Ce n'est pas la question de savoir si on porte un voile ou pas. Et moi, ça ne me choque pas. C'est l'affaire de l'UNEF. De savoir si cette vice-présidente ou cette présidente de Paris remplit ses fonctions comme le syndicat le souhaite, c'est pourquoi elle a été élue, et qu'elle répond aux valeurs que porte le syndicat. Mais ça, c'est l'affaire du syndicat, c'est pas l'affaire de moi, de Tartampion et de X, de dire « Ah, madame, c'est très mal, vous avez un foulard ». C'est son problème à elle et c'est leur problème. Moi, ça ne me choque pas dès lors qu'on n'a pas de comportement qui porte atteinte à la liberté des autres. C'est toujours le comportement qui compte, les paroles qui comptent, les actes qui comptent, et pas le fait d'avoir telle ou telle tenue ou tel qualificatif comme islamo-gauchiste, parce qu'en fait, on vise surtout des trucs décoloniaux, post-coloniaux, l'intersectionnalité, enfin des mots très compliqués, qui visent des nouvelles recherches. Bon, moi, j'ai pas toujours compris ce que ça voulait dire. Je comprends l'intention, mais il va falloir que... Mais elle ne vous inquiète pas, en tout cas. Elle ne m'inquiète pas si elle n'est pas ultra-majoritaire. Et je ne vois pas, je fréquente quand même pas mal d'universités pour la laïcité, je ne vois pas de lieu où elle soit ultra-majoritaire. Ça existe peut-être. Il y a peut-être des dérapages, mais moi, je n'en vois pas à première vue. Et encore une fois, c'est un peu comme pour les élus. Il faut raison garder. On peut avoir des accointances intellectuelles, on peut avoir de la compréhension pour une problématique sans être obligé de l'adopter. On va passer au projet de loi confortant les principes républicains. Alors, il a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il va maintenant devant le Sénat. Vous avez été auditionné par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. Vous avez exprimé votre point de vue. On sait déjà que la droite sénatoriale
va remettre sur le tapis quelque chose que les macronistes ont voulu remettre sous le tapis, à savoir la question du voile. Alors, un mot d'abord pour dire qu'il y a eu un travail très sérieux fait dans la commission spéciale. On était sollicités par à peu près tous les groupes politiques, et au Sénat, on va faire la même chose, on a commencé déjà. Et un travail qui s'est fait à l'abri des invectives classiques, le plus souvent, avec une vraie discussion de fond. Mais naturellement, qu'il n'y avait pas d'invectives, ça intéressait moins que quand on parle du voile ou des fillettes avec des gants. Le sujet, c'est quoi? C'est conforter les principes républicains. C'est, d'une certaine manière, je dirais, essayer d'assécher le terreau qui est extrêmement ambigu, ou du point de vue idéologique. Vous avez des gens qui sont des intégristes, certains salafistes, certains frères musulmans, qui ne sont pas forcément des gens qui appellent le terrorisme, mais qui baignent dans un bain culturel et parfois dans une offensive délibérée qui peut entraîner des gens à être actifs de manière violente. Donc l'idée, c'est comment on assèche le terreau, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas cette espèce de série de points par où des gens peuvent rentrer, soit par pression sociale, soit par choix politique. Les deux ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Et donc, le voile, encore une fois, on peut être contre pour des tas de raisons, notamment féministes, même si les féministes sont partagés. Je parle du voile pour les mamans accompagnatrices, par exemple, ou du voile dans la rue. C'est un débat intéressant. D'abord, je suis surpris de voir que dans les plateaux de télévision, les émissions de radio, on voit très rarement des femmes avec des voiles. Ce serait intéressant d'avoir leur avis sur pourquoi elles portent le voile. Je suis surpris des affirmations de Caroline Fourest, qui me paraît trop optimiste, bien qu'on ne soit pas très souvent d'accord, qui dit qu'elle est convaincue que la majorité des femmes le portent par choix personnel. Bon, mais toutes celles que vous voyez sur les plateaux de télé disent qu'elles le portent par choix personnel. A priori, oui. Vous ne verrez jamais sur un plateau de télé une femme qui dira « je le porte par contrainte ». Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup. Ce n'est pas la raison qu'elle donne, c'est qu'on n'en voit pas beaucoup. Alors le problème, c'est que ce n'est pas que c'est un choix personnel. Il faut qu'elles puissent exercer leur liberté. Par exemple, nous avons proposé que, ce n'est pas tout à fait la laïcité, que si on refuse de servir une femme dans un restaurant parce qu'elle est femme, le procureur de la République porte plainte. Mais là encore, c'est sur des actes, c'est pas sur des tenues. Ouais. Pour revenir sur la loi dite loi séparatisme, est-ce que vous comprenez que les cultes que sont le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme aient exprimé une forme d'agacement eu égard aux nouvelles contraintes qui va s'imposer à eux en raison de cette loi, alors que finalement elles disent nous on n'avait rien demandé et on ne posait aucun problème? Oui, je peux comprendre, d'autant que les positions sont en fait assez différentes. Quand vous écoutez les protestants, les catholiques et le grand rabbin, ils ont un degré de distance avec la loi qui n'est pas tout à fait le même. Il y a une préoccupation. La préoccupation, nous, on est dans les clous. Je suis désolé, on fait une loi pour tout le monde. Et s'il y a des inconvénients pour les musulmans, il y aura aussi des inconvénients pour les juifs ou pour les protestants ou pour les catholiques. On ne fait pas une loi pour l'islam, même si c'est la préoccupation, bien entendu, de l'islam politique. Après, que ça leur complique la vie, oui, c'est vrai. Mais il faut choisir. Ou bien on a de la clarté. Et là-dessus, le gouvernement a 100 fois raison. Qu'on sache qu'est-ce qui se passe dans les associations qui financent les cultes. Qu'on regarde de plus près les fonds qui viennent de l'étranger. Si on a un islam en France, un islam de France, un islam français, il faut que l'islam soit, les mosquées, les lieux de culte soient financés par les fidèles eux-mêmes. Cette loi est vraiment un progrès de ce point de vue-là? C'est des choses qu'on avait dû demander à l'Observatoire depuis 3 ou 4 ans. Alors bien entendu que ça peut compliquer les choses. Bien entendu qu'il y a des points qui peuvent paraître très tangents par rapport à la liberté associative. On demande beaucoup de choses à ces associations cultuelles qui s'occupent de religion. Est-ce qu'on ne va pas au-delà? C'est au gouvernement et au Parlement de voir aussi avec le Conseil d'État. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui choque des associations, qui est que ce soit le préfet qui reconnaisse la qualité cultuelle d'une association. Normalement, c'est des déclarations. Bon. Donc il y a des ajustements. Moi, je verrais bien, je trouve que le débat peut être de bonne qualité. Si on repart sur le voile, on partira sur le voile, on sera dans le débat hystérique à la française, et on ne fera pas avancer d'1 millimètre le meilleur contrôle et la plus grande transparence des associations cultuelles. Donc c'est juste un jeu de rôle. Jean-Louis Bianco, dans le dernier sondage OpinionWay pour Sciences Po, 62% des personnes interrogées estiment que l'islam, pas l'islamisme, l'islam est une menace pour la République. De quoi est-ce le signe? C'est possible parce qu'ils entendent ça toute la journée, tous les jours, à longueur de plateau, à longueur d'antenne, chez beaucoup de responsables, une partie des gens de la République En Marche, une bonne partie de la droite et parfois quelques gens de gauche. On n'entend que ça. Et en plus, il y a une réalité. Les attentats sont faits au nom de l'islam, certes d'un islam complètement dévoyé. Ce n'est pas la culture dominante. Le voile des grands-mères ou le voile des femmes qui ne sortaient pas en cheveux dans la tradition catholique, c'était tout à fait bien. Là, c'est autre chose, c'est une autre culture, c'est visible. Il y a une visibilité beaucoup plus grande du voile aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup plus de pratiquants. Donc, ça heurte notre habituelle manière de vivre. Et il y a un soupçon. Il y a un soupçon, à partir du moment où on a un musulman qui soit un terroriste. C'est-à-dire horrible pour les 90%, 95% de nos compatriotes musulmans qui vivent leur foi très tranquillement, qui sont tous sauf terroristes. Il faut aussi qu'ils mènent la bataille chez eux.
il faut aussi que la bataille idéologique contre l'islamisme radical soit menée par les musulmans eux-mêmes. Ça commence sérieusement. Mais ça, ce n'est pas l'État qui peut le faire à leur place. Vous êtes à la tête de l'Observatoire de la laïcité, qui a été sur le grill il y a quelques mois. C'était au moment de l'assassinat de Samuel Paty. Vous aviez été convoqué par le Premier ministre. On a dit que l'Observatoire allait être soit allait se terminer, soit que vous alliez prendre la porte. Vous allez terminer votre mandat d'ici quelques semaines. Est-ce que, d'après vous, l'exécutif trouve que votre laïcité est un petit peu trop accommodante, trop molle, et que c'est pour ça qu'on vous a gentiment indiqué la sortie? Alors, je ne crois pas que, d'abord, l'exécutif, je pense qu'il y a presque autant de positions que de ministres sur ce que doit devenir l'Observatoire. Le Premier ministre auquel vous êtes rattaché. Alors, le Premier ministre auquel je suis rattaché, nous avons eu une explication franche, comme on dit. Je ne considère pas que j'ai été convoqué, je considère que j'avais à lui dire des choses sur la manière très choquante dans laquelle, juste après l'assassinat de Simon Paty, il laissait entendre... Samuel Paty, pardon. Il laissait entendre, par une déclaration à l'agence France-Presse, qu'au fond, il fallait revoir l'Observatoire 48 heures après. Donc c'était nous accuser d'être complices, implicitement en tout cas. Et ça n'était pas acceptable. Je crois qu'il a compris le message. Et il m'a dit, naturellement, j'en ai parlé avec le président de la République, vous continuez votre travail de manière tout à fait normale jusqu'à l'échéance. C'est-à-dire, je ne me fais pas d'illusions. Il y a des forces liguées contre l'Observatoire. Pourquoi? Parce que là aussi, on est dans la police de la pensée. Il y a des gens qui pensent un certain nombre de choses sur la laïcité. Si on ne pense pas comme eux, on est des dangers. Donc il s'agit de les affaiblir. Et j'ai bien vu les racines de ces différents mouvements, la force qu'ils ont dans les cabinets ministériels, la force qu'ils ont dans certains milieux médiatiques. Nous sommes un empêcheur de penser tout seul. Bon, nous continuerons à l'être. Moi, je continuerai. Même Vous pensez qu'il y a des intégristes laïcs, en quelque sorte? On peut dire ça comme ça. Ce n'est pas un danger de même niveau que l'intégrisme musulman ou l'intégrisme religieux. Mais c'est un danger parce que, à partir de là, on alimente la propagande victimaire. Quand on dit, par exemple, il faut interdire le burkini, et vous avez des policiers municipaux, c'était sur les plages il y a quelques années, qui, d'ailleurs avec ménagement en général, disaient « Madame, vous devez partir ». Que ça passe sur toutes les chaînes de télé, sur tous les réseaux sociaux du monde entier, de dire « Vous voyez comment les Français traitent les musulmanes ?» On fabrique des intégristes, on fabrique des gens qui sont révoltés. Alors que la question, ce n'est pas qu'elles portent un burkini ou pas, c'est si elles enquiquinent les autres ou pas, si elles créent du désordre ou pas. Toujours la même chose. Les comportements, pas les tenues. Mais est-ce que le fait que vous vous en alliez, qu'on ne sait pas ce que va devenir l'Observatoire de la laïcité, ça ne veut pas dire que cette vision de la laïcité, plus agressive, plus dure, est en train de l'emporter, y compris au plus haut niveau de l'État? En quelques secondes, Jean-Luc Bianco. Je récuse le plus agressif, plus dur. Quand nous demandons qu'il y ait un contrôle des financements des associations culturelles, quand nous demandons que le procureur porte plainte quand une femme est interdite de bar ou de restaurant, je n'ai pas l'impression que nous ne sommes pas durs. Il y a plusieurs lignes au sein du gouvernement, comme au sein du Parlement, comme au sein des différents groupes politiques. Et donc, je ne sais pas. Je crois que le président, il est profondément libéral sur ces questions-là, mais il tient compte de la réalité, qui sont les inquiétudes et les angoisses des gens. Merci Jean-Luc Bianco. C'est la fin de cette émission. Merci Marc. RFI et France 24 présentent Mardi politique.